Bonjour, bienvenue sur le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expériences des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dac, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui singe les hommes. Une femme peut avoir une sensibilité, une vue différente des hommes. Donc, il ne faut pas singer les hommes. Il faut être une femme, s'assumer telle qu'eux, assumer sa féminité et sa façon de voir les choses. Je me suis positionnée comme ça. Quand j'ai souhaité interviewer Alix de Ranty, elle m'a annoncé qu'elle serait ravie de témoigner de son parcours. Et au sujet de la réussite professionnelle des femmes, elle avait très envie d'évoquer les hommes qui comprennent, qui soutiennent, qui challengent positivement ces femmes. Alix est banquier privé senior chez Oddo BHF. Elle est par conséquent plongée dans un univers plutôt masculin. C'est d'ailleurs sur le constat qu'elle passait 80% de ses rendez-vous clients avec des hommes alors que les femmes représentaient 45% de ses clients qu'elle a eu l'idée de proposer le projet The Ladies Bank en 2014, un site qui encourage les femmes à prendre soin de leur patrimoine comme elles prennent soin d'elles et de leur famille. Elle consacre désormais une partie de son temps à ce projet, en plus de celui qu'elle consacre à sa famille et à son métier. Notre échange nous a amené à aborder les sujets d'intrapreneuriat, de collaboration avec des équipes plus juniors, de la conciliation d'une vie personnelle épanouie, tout en s'investissant intensément dans le métier que l'on aime, d'organisation, de formation, de leadership au féminin, de la valeur du travail et de bien d'autres sujets. Alix, en complément du partage de son parcours remarquable, a prodigué quelques conseils précieux à propos de la connaissance et de l'exploitation de ses talents, du fait de bien se connaître et de prendre soin de soi. J'espère que vous serez inspirés par notre échange malgré la qualité sonore parfois imparfaite au cours de cet épisode. Les surprises des enregistrements en période de crise sanitaire. Bonne écoute! Bonjour Alix. Alix, je voudrais vous renvoyer dans votre tendre enfance et j'aimerais beaucoup savoir si vous vous souvenez quel était le métier dans lequel vous vous projetiez à l'époque. Oui, tout à fait. Je souhaitais être médecin. Alors ça, on interviewe beaucoup de médecins, manifestement. Alors pourquoi pour prendre soin des gens. Et parce que l'humain m'intéresse toujours. Mais d'une certaine manière, j'ai aussi un métier qui peut s'apparenter à un métier de médecin de famille. Ça a beaucoup de choses en commun. Oui, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Mais effectivement, on va en parler. Vous avez fait des études de médecine, vous avez poursuivi dans cette voie ou pas du tout. J'ai beaucoup de médecins. Je me suis passionnée pour la biologie au lycée et la physique. Et donc, j'ai voulu être chercheuse. Et puis, j'ai réalisé qu'en fait, peut-être je chercherais toute ma vie quelque chose que je ne trouverais pas. Et donc ça, c'était un point de ma personnalité qui était important de prendre en compte. C'est-à-dire que je pense que ça m'aurait beaucoup frustrée. Et à côté, par ailleurs, de tous mes petits boulots d'étudiante, quand j'étais au lycée ou à l'université, j'étais vendeuse. Et en fait, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu, peu importe ce que je vendais. Et donc, je me suis toujours dit que je voulais faire un métier aussi qui soit en lien avec le côté commercial. Et j'aimais les maths, donc je me suis orientée assez naturellement vers la finance à Dauphine. Ok, alors je vous ramène dans le monde d'aujourd'hui, je vous mets dans une salle de réunion, vous connaissez pas les participants, alors on ne sait pas quelle est la réunion, et vous les connaissez pas, et il vient votre tour de vous présenter, qu'est-ce que vous leur dites ?
Je m'appelle Alix de Renty, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, je suis banquier privé senior et mon rôle est d'accompagner, d'écouter les personnes que je rencontre afin de bien comprendre leurs problématiques, leurs besoins, leurs envies à court, moyen, long terme pour les accompagner dans le développement et la structuration de leur patrimoine personnel et professionnel. Qu'est-ce qui vous anime dans ce métier ? Ce qui me passionne dans ce métier, c'est l'humain. Le fait qu'aucun sujet ne se ressemble, aucune journée ne se ressemble, parce qu'en fait, aucun client avec lesquels je travaille n'a de problématiques similaires. Et ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, on crée un lien qui vient bien au-delà de problématiques uniquement financières. Il faut comprendre en fait les aspirations profondes de chacun pour pouvoir y répondre le mieux possible en organisant le patrimoine et les accompagner dans cette démarche. J'ai vraiment l'impression d'être utile. Et ça me procure beaucoup de plaisir. Les clients, votre enjeu, c'est quoi ? C'est de les accompagner dans la durée, c'est d'aller en chercher des nouveaux. C'est quoi votre challenge dans ce métier-là ? C'est exactement, c'est les deux choses. C'est à la fois aller en chercher de nouveaux, donc découvrir de nouvelles problématiques, de nouvelles familles, de nouveaux dirigeants, chefs d'entreprise, qui soit sont en construction de leur patrimoine et font face à la cession de leur boîte ou une succession. Soit c'est des familles que j'accompagne depuis quelques années déjà, et puis là, on organise beaucoup de sujets autour du suivi de leur patrimoine, de la gestion de celui-ci. Vos clients sont plutôt des hommes ou des femmes ? Alors, en règle générale, il est vrai que j'ai plutôt des hommes et que grâce à Ladies Bank, j'ai de plus en plus de femmes. Alors, racontez-moi les Ladies Bank, c'est peut-être le moment d'en parler. C'est quoi Ladies Bank ? Ladies Bank est né d'un appel à projet innovant lancé par Philippe Odo en mars 2014. Nous sommes plusieurs femmes à avoir l'objectif de l'appel à projet, c'était très large, c'était financer avenir, financer innovation. Et nous sommes plusieurs femmes à nous être penchées sur la problématique de la gestion de patrimoine à l'attention des femmes. En effet, moi j'avais intégré Odo donc en octobre 2013, donc rien qu'en 6 mois, je m'étais rendu compte que même s'il y avait 45% des clients qui étaient des femmes, on voyait plus de 80% d'hommes en rendez-vous. Et c'est là où on s'est dit, il y a vraiment un problème en fait de communication entre la banque et les femmes. Elles ne sont pas attirées par la banque, qui doit probablement mal répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Et nous, on va essayer de présenter les choses différemment. Donc, on a gagné cet appel à projet innovant qui nous a donc offert la possibilité de créer un site internet qui s'appelle theladiesbank.fr, dans lequel on retrouve 6 profils de femmes qui vivent chacune une étape différente de leur vie. Donc, de Emma qui démarre dans la vie, donc qui se pose tout un tas de questions sur mon premier achat immobilier, mon premier bonus, mon premier Pax ou mon premier mariage en tout cas. Victoire qui est chef d'entreprise, ou Isabelle qui est retraitée. Et en fait, chacune d'elles va donner des pistes de réflexion liées à la gestion de son patrimoine au travers de témoignages. Et donc, on aborde des sujets de gestion de patrimoine sous un angle différent. Et en fait, on va chercher le sens des actes plutôt que d'aller chercher des produits financiers. Et c'est vraiment toute notre réflexion s'est tournée autour de ça. On a rencontré énormément de femmes pour pouvoir construire ce site internet et on s'est rendu compte qu'elles avaient besoin de donner du sens à leur démarche. Et donc, on a inversé en fait le système de la banque qui était de dire ouvrez un PEA, ouvrez une assurance vie, achetez tel fonds. Nous, on a été vraiment chercher des raisons pour lesquelles qui vous motivent à une étape de votre vie et qui finalement découle sur une organisation patrimoniale et éventuellement de la gestion financière. Et donc, on a inversé un petit peu les tendances. Et par ailleurs, on organise pour nos clients des événements chez Odo BHF. Mais le site internet The Ladies Bank est ouvert à tous, gratuit. Et d'ailleurs, il y a 50% d'hommes qui se connectent sur le site. Je reviens sur votre titre que vous avez dit, et j'y repense avec un sourire. Vous avez 34 ans et vous êtes banquier privé senior.
Qu'est-ce qu'il y a après senior quand on a 34 ans? Alors, on dit senior, c'est une espèce de grade, vous savez, vous retrouvez souvent dans la finance. Et donc, moi, à l'époque, je pensais que quand on était senior, on avait des choses là, on peut dire, je commence à en avoir. Mais c'est plutôt la prochaine étape, je dirais que ce serait... Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est travailler en équipe. Voilà. Et donc, quand on est senior, on peut avoir la possibilité de travailler justement avec des juniors sur ces dossiers. Et en fait, c'est là où vous vous rendez compte que les sujets deviennent passionnants. Parce que au lieu d'être seul à vous creuser la tête pour organiser ou répondre au mieux aux attentes des clients, mais si vous voulez, quand je dis répondre aux attentes, c'est pas de la gestion financière, c'est nous aimerions organiser une succession comme ci, comme ça, mais il faut faire attention à tel sujet. Et donc, vous êtes nombreux à vous creuser la tête pour trouver la meilleure organisation qui réponde à leurs attentes, qui leur satisfasse dans la durée, parce que même au premier décès, au second décès, que tout ça ce soit harmonieux, parce qu'on sait à quel point on vit, à quel point les successions sont des sujets qui déchirent les familles. On comprend même dès le début, c'est quand vous montez votre boîte, bien organiser les choses. Donc, je travaille avec beaucoup d'experts, donc des ingénieurs juridiques et patrimoniaux. Mais ce qui est passionnant, c'est de travailler à plusieurs banquiers sur les sujets. Et donc, la prochaine étape, c'est de devenir manager d'une équipe. Parce que là, vraiment, j'aurai l'occasion d'avoir beaucoup de banquiers avec lesquels travailler pour mes clients. Et en fait, il se trouve que ce sont 2 jeunes femmes qui sont juniors avec qui je travaille beaucoup. C'est extrêmement enrichissant, peu importe leur âge. En fait, leur vision des choses, la façon dont elles s'interrogent, je me dis, mais pourquoi est-ce que tu lui proposes ça? Ça vous permet de vous remettre en question, de remettre en question en permanence votre logique. Et nous, on est sur un métier qui doit être en permanence challengé, puisqu'en fait, le nerf de la guerre dans la banque privée, en France, c'est la fiscalité. Et la fiscalité évolue tous les ans. Donc, il y a à la fois une dimension psychologique, il y a des choses qu'on peut proposer à certains clients et d'autres non, et une dimension fiscale, pratique, technique. Et en fait, les deux se mêlent. Et quand vous avez plusieurs esprits avec des vues différentes qui bossent sur les sujets, c'est là où ça devient passionnant. Donc, l'étape suivante, c'est de devenir manager d'une équipe. Parfait, merci de cette précision. Est-ce que vous avez eu dans votre carrière des rôles modèles ou dans votre jeunesse, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont fortement inspiré? Et oui, dans ma jeunesse, je dirais toutes les Wonder Woman le sont. Mais si je devais en citer qu'une seule, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance, grâce à Ladies Bank, de rencontrer énormément de femmes brillantes et pour moi qui sont arrivées à concilier ce qui est très difficile, la vie personnelle, une vie personnelle épanouie et une vie professionnelle. Il y en a de nombreuses et ça, je trouve ça merveilleux. Il y en a une qui a su beaucoup me conseiller et me faire me déculpabiliser. C'est Inès de Dinchin, qui est l'ex-CEO de Aviva Investors et qui, elle, justement, a eu une carrière extraordinaire en finance. Elle est brillante et en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement humble et c'est une maman de 4 enfants. Et ça, je trouve ça merveilleux. Voilà. Donc, moi, j'aimerais pouvoir avoir une carrière comme la sienne et être une aussi bonne maman qu'elle. Vous dites qu'elle vous a conseillé, donc vous l'avez demandé des conseils. Est-ce que vous pouvez nous en livrer peut-être un ou deux? Oui, je dirais que je pense au moment, par exemple, d'avoir mon premier enfant. Mais ça, mon N+1 m'avait aussi dit. J'étais très inquiète parce que je suis un peu une battante. Je me suis dit, oh là là, ça va me freiner, ça va être difficile de tout concilier. Et puis du coup, je me disais, voilà, j'avais un peu du mal à voir le côté positif. Je me disais, c'est aux femmes de porter les enfants, j'ai pas le choix. Et pourtant, bon, c'est nous qui devons nous arrêter de bosser. Puis après, on met du temps. Donc, je voyais beaucoup de choses un peu négativement. Outre, bien sûr, que c'est extraordinaire d'avoir les enfants, mais ça, c'est autre chose. Je dirais que beaucoup de choses incombent aux femmes. Ça ralentit votre carrière, ça vous fait vous arrêter pendant 4 mois. Physiquement, ça vous atteint. Moralement, parfois, ça peut vous atteindre. Ça a un impact sur vous. Alors, déjà, mon N+1, et ça, je pense que c'est important de le dire, il m'a dit, tu sais, Alix, tu ne le vois pas comme ça, mais ça va t'apporter énormément, en fait. Ça va t'aider à prendre de la hauteur et à relativiser. Et c'était un homme qui vous a dit ça? Sur la balle. Oui, c'est moi N+1. Super. Il a toujours su justement donner des conseils avec beaucoup de bienveillance et savoir me parler, faire attention. Il dit,
tu es toujours sur la balle, tu es quelqu'un de très dynamique, il y a toujours plein de projets, etc. Mais ça va tellement, tu vas voir, t'aider à relativiser, tu vas t'en être beaucoup plus efficace. Et sur le moment, je m'étais dit un petit peu, il est sympa, il essaye de me... Et en fait, il avait tellement raison. Ça m'a vraiment aidé à prendre du recul, en fait, d'avoir des enfants et dire, OK, il faut savoir aborder un sujet, passer à la suivante, avancer et ne pas se torturer l'esprit. Et Inès Dinchin, quand je suis revenue au boulot, il y a des gens qui me disaient Monique, rentre chez toi, mais c'est pas le rôle d'une mère. Ou... Voilà, j'ai eu des commentaires un peu comme ça que je trouvais. Donc j'ai eu des commentaires quand je suis revenue au travail qui pouvaient être un petit peu de jugement de certains sur mon organisation personnelle avec mes enfants. Et ça m'a inquiétée. Ça m'a fait me remettre en question. Et en même temps, j'étais très heureuse quand j'étais au bureau et très heureuse quand j'étais à la maison. Et Inès de Dinchin m'a dit quelque chose qui était assez vrai. Elle m'a dit, tu sais, il vaut mieux pour ces enfants, il vaut mieux qu'ils aient un temps plus restreint avec une mère qui est à 100% là, épanouie et heureuse, plutôt que quelqu'un qui est plus longtemps là, mais qui du coup, si elle trouve son épanouissement aussi, par exemple, dans son travail et qu'elle doit réduire son temps de travail pour pouvoir rentrer plus tôt. Si tu rentres plus tôt et que ça te frustre, ça sert à rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est le temps que tu as avec eux, que tu sois 100% avec eux et que ce soit un temps de qualité. Donc, déculpabilise de tout ça. Ça m'a aidé en fait à répondre parce que je trouve que quand on devient mère, on a beaucoup de jugements. On fait jamais assez bien, trop, pas assez, etc. Et elle m'a dit tout ce qui est important, c'est si tes enfants sont heureux. Et donc, si toi, tu es heureuse et épanouie, tu t'organises comme tu veux pour être heureuse et épanouie et tes enfants seront heureux et épanouis. Et ça m'a beaucoup aidé. On a parlé des rôles modèles. Est-ce que vous avez des alliés aujourd'hui? Oui, je pense que du coup, grâce à Ladies Bank, j'ai un réseau de femmes qui ont su me conseiller à des étapes de ma vie, de ma carrière. Donc, j'irais des personnes, par exemple, je travaille beaucoup avec le Figaro Madame, donc des personnes à Figaro Madame, qui ont su me donner des conseils avec un regard bienveillant sur mon parcours, donc rien à voir avec la finance. J'ai des amis que je me suis fait, donc hommes, par exemple à la banque d'affaires de chez Odo BHF, qui eux ont suivi mon parcours depuis le début et m'ont aussi accompagné dans ma carrière. Et après, il est vrai que mon N+1 qui m'a accompagné les 6-7 dernières années a été un réel allié, puisqu'il a su, avec bienveillance et douceur, me faire évoluer et m'aider à me faire me remettre en question perpétuellement sans jamais faire en sorte que je sois vexée d'une situation. Et donc, de chacune des discussions que j'ai toujours eues avec lui, j'en suis toujours ressortie en me disant ça m'a fait réfléchir, mais je n'ai pas été vexée par son propos, même s'il faut que tel ou tel point, il faut le faire évoluer. Et donc ça, je pense que ce sont vraiment des alliés, ce sont des gens qui ne vous jugent pas, mais vous aident à vous remettre en question pour donner le meilleur de vous-même. Je voudrais vous faire parler de votre parcours et en particulier de la réussite professionnelle dont vous êtes la plus fière. Alors, si c'était de Ladies Bank, peut-être quelque chose d'encore plus précis que ça, peut-être un moment précis qui vous vient à l'esprit. Je pense que c'est effectivement The Ladies Bank, puisque ça correspond à un engagement en particulier. Et à un moment précis, je dirais que c'est à partir du moment où en fait on a commencé à avoir un petit peu de couverture médiatique liée à Ladies Bank. On a commencé à nous interroger, donc celles qui s'engageaient pour Ladies Bank, en tant que femmes expertes dans les médias. Donc ça a été une consécration parce que c'était enfin on nous laissait recommander, faire des recommandations patrimoniales autant que le peuvent le faire les hommes, mais en tout cas nous demander la parole. Et puis il y a peu de temps, il y a l'Assemblée nationale qui m'a contactée sur un sujet d'égalité hommes-femmes et d'accompagnement des femmes face à la gestion de leur épargne et de leur patrimoine et de leur entreprise. Et là, je me suis dit, ça y est, on a, ça fait plusieurs années, depuis 2014, on travaille avec 10, 15, 20 personnes sur un sujet de société, en fait, qui est de oser parler d'argent, prendre soin de son patrimoine, s'organiser et avoir une espèce d'égalité entre les hommes et les femmes sur ce sujet-là. Et là, il y a une commission
qui s'organisent autour de ce sujet en particulier. Et on m'a interrogée sur le sujet. Et donc, je dois dire que j'étais fière de me dire, voilà, peut-être que c'est une petite goutte d'eau dans un océan. Il n'empêche que tout cet engagement, on le fait pour ça, pour que ça ait un impact sur la société. Je sais que c'est un projet que vous gérez en plus de votre travail. Donc, c'est un engagement que vous avez en extra-professionnel, même si c'est lié à votre métier. Comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que vous gérez ça au quotidien? Quand est-ce que vous travaillez sur ces sujets-là? Est-ce que vous êtes plusieurs dessus? Comment est-ce que vous vous retrouvez? Ça m'intéresse de voir un peu votre organisation entre votre vie perso, puis votre vie de pro, puis votre vie de femme engagée, etc. Alors, c'est vraiment le principe de l'intrapreneuriat qui se dessine. Et alors, on a de la chance que chez Odo, on nous laisse monter des projets donc qui sont divers, chacun, si on arrive à maintenir nos objectifs sur lesquels nous sommes attendus l'année. Donc, nous sommes beaucoup chez Odo à avoir des projets, des engagements transverses. Donc déjà, je pense qu'il faut être dans une structure qui le permet. Et ensuite, nous sommes totalement libres d'organiser notre emploi du temps comme nous le souhaitons, du moment que nous délivrons nos objectifs. Et donc là, on a dû s'organiser un peu au gré de l'équipe, du fonctionnement. On essaie de se parler très régulièrement. On a développé notre réseau. Mais en fait, je pense qu'il faut surtout... en tout cas, je ne me suis jamais organisée en me disant le vendredi après-midi, je m'occupe de Ladies Bank. Voilà. C'est toujours un petit peu de tout en même temps, tout comme quand on vous appelle et qu'on vous dit que votre fille est malade, en plein après-midi, vous allez appeler le médecin. Et ben là, c'est un peu la même chose. Je veux dire, si à un moment on se dit tiens, ça c'est un sujet bon pour Ladies Bank parce que c'est un sujet d'article qui pourrait faire sens, on va s'envoyer un email et puis on fera un sujet autour. Après, on fait bien sûr des comités éditoriaux pour pouvoir structurer justement toutes ces idées d'articles. Et ça, on le fait tous les mois, tous les 2 mois. Mais sinon, tous les jours, on s'envoie des emails en parallèle sur les sujets de Ladies Bank, en parallèle de nos boulots. Vous disiez que ça nourrit aussi de toute façon votre métier, vos objectifs, parce que ça vous a généré aussi des discussions, des échanges qui sont peut-être aussi devenus du business après, c'est ça? Oui, bien sûr. Surtout, en fait, donc Ladies Bank, le site internet, comme c'est ouvert à tous, nous, chez Odo, on fait de la gestion de fortune. Donc, gestion de fortune dit fortune. Donc, forcément, on ne répond pas que à la gestion de fortune via Ladies Bank sur le site internet. Il n'empêche que ça nous a permis de faire des événements en rencontrant des personnes qui avaient entendu parler de Ladies Bank et qui étaient heureuses d'avoir affaire à des banquiers, à des ingénieurs patrimoniaux qui avaient un regard féminin sur le sujet. Voilà. Et donc, parfois, on a dit, je vous fais confiance, mais c'est parce que vous avez cet engagement qui me tient moi aussi à cœur et que je trouve que c'est super que vous soyez engagés comme ça et c'est pour ça que j'ai envie de travailler avec vous en particulier. Vous êtes une femme dans la banque, dans l'univers financier. J'imagine que vous êtes plutôt en minorité. Est-ce que c'est facile à vivre? Est-ce que c'est un sujet qui évolue? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou est-ce qu'au contraire, de temps en temps, c'est source de facilité d'être une femme? Alors, je dirais qu'au début de ma carrière, donc en salle de marché, on était très, très peu de femmes. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des coachs, des mentors qui m'ont vraiment aidé sur comment me positionner dans ce milieu. Et donc, j'ai choisi de ne pas ressembler aux hommes et ne pas vouloir être comme un homme, mais voilà, de mettre des limites. C'est quoi, pas être comme un homme, par exemple? Ce qu'ils me disaient, c'est qu'il n'y a rien de pire qu'une femme qui singe les hommes. Une femme peut avoir une sensibilité, une vue différente des hommes. Donc, il ne faut pas singer les hommes. Il faut être une femme, s'assumer telle qu'eux, assumer sa féminité et sa façon de voir les choses. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup, je me suis positionnée comme ça. Après, j'ai toujours dans un milieu, je pense comme vous l'imaginez, en salle de marché, à la fois challenging, avec une communication très directe, très franche, et où il faut savoir
à la fois serrer les dents et taper du poing sur la table et maintenir le regard. Bon, ça, par contre, j'ai dû le faire et voilà, ça m'a appris aussi à serrer les dents, justement. Donc, ça, c'était un monde très particulier. Mais j'ai eu des mentors qui m'ont aidé justement à passer ces moments-là. Donc, je trouvais ça agréable. Je ne sais pas comment, ça fait longtemps que j'ai quitté maintenant la salle des marchés, donc je ne sais pas trop comment ça évolue aujourd'hui. Mais en revanche, la banque privée, quand je suis arrivée, c'est vrai qu'il y avait moins de femmes. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Je pense qu'en tant que banquier privé femme, on a aussi certaines personnes sont plus à même d'ouvrir entre guillemets leur cœur et donc leur vie, les détails de leur vie à des femmes plutôt qu'à des hommes. Et c'est ça qui parfois peut nous apporter des facilités, si je puis dire, puisqu'on arrive à maintenir la première chose quand vous choisissez un banquier, vous choisissez quelqu'un avec qui vous entendez bien et avec qui vous allez pouvoir être en capacité de divulguer toutes les informations sur votre vie afin que le banquier puisse organiser au mieux tout votre patrimoine. Et donc, il faut être capable de tout dire. Comme un médecin, si vous ne sentez pas très à l'aise de lui parler de vos petits mots un petit peu personnels, et bien du coup, il ne pourra pas faire le bon diagnostic. Et bien là, c'est la même chose. Et souvent, certains, ce n'est pas moi qui le dis, en l'occurrence, c'est vraiment un des directeurs de la banque privée Oddo BHF, qui dit, je constate souvent qu'on me demande d'avoir une relation avec une femme parce que on se sent plus à l'aise. Certains hommes se sentent plus à l'aise, certaines femmes aussi. Voilà, discuter de ces sujets. Ok, donc il peut y avoir un avantage compétitif à être une femme dans une relation avec les clients. Oui. Vous avez parlé dans les obstacles que vous avez rencontrés de cette maternité, de cette première maternité qui vous a posé question et sur laquelle on vous a donné des conseils, rassuré et encouragé. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments où vous vous êtes dit c'est un peu dur, c'est pas cool, ça c'est vraiment parce que je suis une femme et ça va mettre des bâtons dans les roues sur ma progression, sur ma trajectoire professionnelle? Je dirais que en règle générale, on s'attend moins à ce que les femmes osent. Et donc, du coup, on peut avoir un peu des freins sur des discussions de négociation de salaire, d'évolution de carrière. C'est peut-être ces sujets-là qui ont été un peu difficiles à aborder. Mais ça évolue. Ça évolue. Il se trouve, bon, moi, ça fait 7 ans que je travaille chez Oddo BHF, donc c'est l'exemple que j'ai. Mais tous les managers, par exemple, là, ont été formés à travailler avec des femmes. Donc, aux enjeux, en fait, des femmes pour qu'elles aient à la fois une carrière et une vie personnelle, enfin, qu'on leur a une vie personnelle à partir du moment où elles ont des enfants et que c'est elles qui doivent les porter. Vous voyez, je dis une vie personnelle, c'est à partir du moment où elles ont cette capacité, une merveille de porter mes enfants. Mais donc, du coup, s'ils choisissent dans une famille d'avoir des enfants, c'est elles qui doivent s'organiser autour de ça. Et donc, tous les managers ont été formés sur ce sujet. Et de la même manière, ils nous ont proposé des formations le leadership au féminin selon nos différents âges et situations professionnelles pour pouvoir nous accompagner dans notre carrière sur ces sujets-là. Mais ça, je trouve ça merveilleux qu'on apporte une attention particulière à ça et qu'on tienne compte de la difficulté d'organiser et de gérer les deux. Je ne fais pas partie des femmes qui disent que c'est une évidence et c'est extrêmement facile. Je fais partie des femmes qui disent j'ai extrêmement besoin de travailler, je ne me sens pas du tout d'être mère au foyer. Donc j'adore mon travail, il se trouve, j'ai beaucoup de chance. Je suis extrêmement épanouie dans ce travail. Et du coup, tout ce qui m'importe, c'est de trouver le bon équilibre pour que tout fonctionne bien à la maison. Et quand je suis avec mes enfants, dans ma famille, être épanouie, heureuse et que ça se voit au maximum. Voilà, donc c'est trouver le bon équilibre pour ça. Super, merci, très intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez réalisé, dont vous êtes rendu compte récemment, et vous vous êtes dit, si je l'avais su plus tôt dans ma carrière, ça m'aurait bien aidé? Il y a quelque chose que j'ai, en tout cas, depuis que je l'ai réalisé, j'en parle beaucoup. C'est à la fois un peu mon N+1 qui m'a aidé à mettre le doigt dessus, un ami qui m'avait coaché sur des sujets de management, et donc qui m'avait interrogé en disant tu devrais
passé c'est le Strength Finder, donc quelque chose qui est un test qui t'aide à mettre en avant tes talents. Voilà. Et d'ailleurs, ma coach aussi, on avait parlé. J'ai été accompagnée par une coach en retour de premier congé maternité. Et en fait, c'est trouver ses talents. Alors, le talent, c'est une qualité que vous avez et qui pour vous est tellement une évidence que quand on vous demande vos qualités, vous ne mettez même pas en avant. Et en réalité, ce sont des forces qui sont extrêmement importantes parce que c'est ce qui fait que parfois vous pouvez faire un travail sans que cela vous demande de l'énergie supplémentaire. Je m'explique, par exemple, en tant que banquier ou j'imagine en tant que commercial en règle générale, nous sommes amenés à rencontrer des nouvelles personnes toute la journée, parler beaucoup, devoir changer de sujet toutes les heures, toutes les 2 heures, et si vous voulez rebondir et en même temps, par exemple, très peu rentrer dans le détail des sujets. Il faut qu'on mette en relation les gens, etc. Et bien, je me suis rendu compte, mais j'avais pas vraiment. Je me suis orientée vers ce métier-là et je m'y suis épanouie, mais j'ai jamais vraiment compris si c'était une chance ou et finalement, à la fois mon N+1, mon coach, les discussions m'ont dit, mais en fait, tu sais pourquoi ? Parce que dans ton métier, tu utilises tes talents. Et donc, ce sont des forces et tu ne te rends même pas compte. Mais pour toi, aller voir des nouvelles personnes toute la journée, c'est comme un jeu, en fait. Toi, tu aimes tellement ça que tu te rends même pas compte que c'est ton travail. Et je dis, en effet, pour moi, c'est vraiment la partie merveilleuse. Enfin, je veux dire, rencontrer des gens toute la journée, j'adore. Et c'était moi N+1 qui dit, tu te rends compte à quel point tu gagnes du temps par rapport à des gens à qui ça coûte, en fait, de devoir faire l'effort, de s'intéresser à une nouvelle personne, etc., d'un point de vue social. Il dit, tu gagnes beaucoup de temps et du coup, tu perds moins d'énergie. Et je vous disais, dans mon métier, on a quelque chose où, de toute façon, chaque année, il faut qu'on se remette à la page sur les parties fiscalité, donc chiffres, etc., qui demandent beaucoup d'énergie. Et donc, il faut savoir bien utiliser son énergie et trouver un métier dans lequel vos talents sont utilisés. Et aujourd'hui, ça a été un peu l'objet de certaines conférences que j'ai fait auprès d'étudiants sur entreprendre sa vie. Et beaucoup me disaient, c'est sympa de dire ça, mais quand on n'a pas encore fait de stage, etc. Mais je leur disais, mais vous trouverez ces talents dans votre vie quotidienne, en fait. Et passez ce test, et puis vous verrez, et après, vous trouverez des exemples où vous l'avez appliqué dans un babysitting, quand vous êtes allé rendre service, quand vous êtes organisé, vous êtes parti en week-end avec des amis. En fait, c'est vous qui avez fait l'Excel des dépenses. Voilà. On trouve des qualités et des talents partout, même quand on n'a pas eu de vie professionnelle. Et après, il faut trouver un métier qui vous fasse utiliser vos talents. Comme ça, vous dépenserez de l'énergie pour acquérir de nouvelles compétences, mais vous ne vous userez pas. Donc, il faut bien se connaître pour trouver un métier qui vous corresponde bien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous auriez à donner comme ça à des étudiants ou des jeunes qui rentrent sur le marché du travail et des jeunes femmes en particulier ? Oui. Le second conseil que je donnerais et qui n'est pas toujours difficile à appliquer pour soi, mais donc que je donne et sur lequel je pense souvent, c'est prendre soin de soi. Alors nous, dans notre métier, on a un métier front office, c'est-à-dire on voit des clients en permanence. Donc si vous êtes fatigué, épuisé, vous avez l'air terne et pas joyeux, finalement, vous donnez pas très envie, c'est normal. Donc on vous renvoie ce que vous envoyez aux gens. Donc il est indispensable d'être de bonne humeur, d'avoir de l'énergie et de s'intéresser vraiment aux autres. Et pour ça, notre métier, en tout cas, exige qu'on soit en forme, qu'on prenne soin de soi. Et je pense que dans d'autres métiers, c'est le cas aussi. Et donc, j'incite chacun à trouver les sources des solutions qui leur permettent de prendre soin d'eux, de se régénérer, de retrouver de la satisfaction, de l'apaisement au quotidien, surtout dans ces moments si difficiles qu'on vit actuellement. J'ai découvert plein de choses. Il peut y avoir de la sophrologie, du yoga, du pilates. Mon mari s'est mis beaucoup à écouter des podcasts pour faire du
comme ce qu'on appelle ça quand on a de la méditation en pleine conscience. Voilà. Chacun trouve ses moyens en fait de permettre de se retrouver et de retrouver son énergie, puisque en cette période et en règle générale, on nous demande de distribuer beaucoup d'énergie, donc il faut retrouver à se ressourcer. Donc il faut prendre soin de soi. Très bon conseil également. On arrive vers la fin de notre entretien, c'est passé très vite, et j'aurais aimé savoir s'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre. Je dirais peut-être si c'était un dernier conseil, c'est oser. Alors, oser quoi? Oser comment? Alors déjà, première chose, oser parler d'argent. Alors ça, je pourrais en parler pendant longtemps, donc je pense que c'est pas l'objet, mais oser parler d'argent dès le départ, dès le premier euro gagné, dès la première fois que vous engagez avec quelqu'un pour monter une boîte, ou dès que vous engagez avec quelqu'un pour créer une vie à deux. Oser parler d'argent, de l'utilisation de celui-ci, de l'utilisation et de ce que comment vous allez organiser votre épargne ensemble ou différemment. Mais dès le départ, c'est un fondamental. Et souvent, quand on se marie, il y a un contrat. Certains vont vers un contrat de mariage, donc ça oblige à parler d'argent. Il n'empêche que parfois, on ne va pas assez au bout du sujet. Et donc, on ne connaît pas vraiment, si vous voulez, l'incidence d'un contrat de mariage sur un quotidien, sur des dépenses. Donc, pour moi, il faut absolument casser ce tabou autour de l'argent et dire, quand on s'engage avec quelqu'un, que ce soit dans une société ou dans une vie à deux, il faut parler d'argent. Quelle est la valeur, par exemple, de l'heure travaillée pour chacun d'entre vous? Est-ce que c'est celui qui gagne le mieux sa vie, vous savez, à l'heure, qui va rentrer en dernier, ou du coup celui ou celle qui gagne moins bien, qui va rentrer en premier pour aller chercher les enfants? Ou est-ce que on valorise, entre guillemets, l'être humain et leur travailler de la même manière? Est-ce qu'on met l'argent en commun, l'argent qu'on épargne et on garde chacun un petit argent de poche, entre guillemets, pour ses dépenses et ce qu'on veut? Ou est-ce qu'on met tous les deux le même montant en commun? Tout ça, en fait, sont des sujets, vous n'imaginez pas à quel point plus tard, ça crée des incidences dans la vie, dans le couple, dans les successions. Et donc, plus on en parle, plus on pose ces sujets sur la table tôt, moins on a de problème. Donc, osez parler d'argent. Donc, à la fois dans votre couple, quand vous montez une société, etc. Et puis, osez parler d'argent dans votre entreprise pour vous apprendre à vous valoriser. Le travail que vous faites a une valeur. Il faut la connaître, il faut la comprendre. On met du temps. Mais il faut savoir justifier. Et à partir du moment où vous comprenez pourquoi vous avez une valeur qui correspond à une fourchette dans le marché, etc., vous êtes tout à fait légitime pour aller la défendre. Donc, tout ça, c'est important. Et en règle générale, oser, c'est bien. Parce qu'après, souvent, les gens vous disent, sur le moment, vous dites, oh, j'ai quand même pas osé faire ça ou dire ça. Et on vous dit, merci. Merci d'avoir été transparente, claire, honnête. Merci de m'avoir dit le fond de ta pensée. Cela va nous aider à avancer. Donc, j'incite chacun à oser. Bravo. Bravo. Et merci de l'avoir dit. Dernière question. Quel est votre prochain défi professionnel? Mon prochain défi professionnel, ce sera donc arriver à manager une équipe. Et donc, je pense que, comme je vous le dis, j'envisage beaucoup le côté management à une équipe autour du client, mais il y a aussi le management de l'humain. Et parce que œuvrer ensemble autour d'un client, c'est un sujet, mais c'est comme mon N+1 l'a fait avant moi, pour moi, porter un regard bienveillant, être à la fois présent mais pas pressant. Donc, accompagner dans son développement des personnes de son équipe, dans son développement personnel et professionnel. J'y accorde vraiment une importance. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont vraiment aidé à m'épanouir. Et donc, je souhaite arriver à le reproduire et à tirer un petit peu tous les enseignements que j'ai eus de part et d'autre pour pouvoir retransmettre à ma future équipe tous ces sujets. Ah bah c'est super. Écoutez, on a envie de
vous suivre pour voir comment vous allez faire ça. Merci beaucoup, Alix, pour cet entretien. Je vous en prie. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site leçondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.